Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre comme tous les mercredis, espace 20h30, 22h, dans le cadre de Regard sur les communes. Regard sur les communes, une thématique centrale pour nous permettre de remuer les méninges ce jour. Nous parlerons de la gestion et entretien des infrastructures sociales, à savoir les marchés, les hôpitaux, les aires de jeu, les cercles municipaux, parking et tout ce qui constitue comme infrastructure sociale. Nous allons nous apaisantir un peu sur le mode de gouvernance qu'on a choisi par les principaux concernés. Ça sera bien sûr avec 90 minutes chrono. Nous allons certainement y aller, multipliant de reportages pour vous permettre de vivre en direct ce qui est et ce qui pourrait être corrigé. Bien sûr, notre invité du jour, c'est bel et bien un conseiller municipal au sein de la mairie de Douala 3e. Il s'appelle Vincent Yedeux. Vincent Yedeux est conseiller municipal. Il est d'ailleurs investi sur la bannière du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Monsieur Vincent, je voudrais dire Monsieur Yedeux, bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir Pépin, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est un honneur pour moi de revenir sur votre précieux plateau. C'est la seconde fois, je crois. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir, avec un réel plaisir que nous vous accueillons sur ce plateau. Je crois que c'est votre deuxième, on va dire, hein, c'est votre deuxième plateau. C'est bien cela. Très bien. Nous allons certainement attendre le second invité qui viendra, on ne sait pas quoi, mais nous espérons quoi, qui sera avec nous. Je vous suggère, pour prendre d'ailleurs le pôle de ce programme, M. Yedeux, je vous suggère de suivre avec beaucoup d'attention ce reportage que je m'avais vous proposer au sein des hôpitaux, les hôpitaux publics du Cameroun, où on dit d'ailleurs avoir de l'argent ou tout simplement mourir. Ça nous permet de planter le décor et de revenir pour les analyses. Se soigner dans un hôpital au Cameroun coûte très cher. À chacun son expérience, des clichés parfois sombres d'une prise en charge dans les formations hospitalières publiques. C'est comme si on ne vit plus au Cameroun, on vit dans la planète Mars maintenant. Oui, non, c'est très grave. Si c'est pour ça, c'est grave. C'est pour ça que c'est parce que je suis avec les chaussures là. Je devais vous montrer une blessure que j'ai au pied. Ça m'a fait 2 mois. La blessure là m'a fait presque 2 mois au pied. Juste parce que quoi? Je n'avais pas les moyens pour pouvoir aller dans des hôpitaux publics pour me faire soigner. Et une nuit, j'ai fait l'accident, je suis allé là-bas, j'ai saigné, je coulais le sang. Vous savez ce qu'on me demande? On nous demande d'abord si on a de l'argent pour pouvoir prendre son université, c'est normal. Ça, c'est trop. Il y a des choses qu'on doit modifier dans ces pays, parce que même si on nous prive de tout, on doit au moins avoir le droit à la santé. C'est même un business même déjà là-bas. C'est même déjà un business parce que chacun, si tu n'as pas l'argent, tu es abandonné à toi-même. Donc, il faut avoir la relation, il faut être avec des gens qui vont être avec toi pour pouvoir te prendre en charge. Avoir de l'argent ou mourir, un avis mitigé. Dans les hôpitaux publics, les prix sont très abordables. Pour la classe moyenne au Cameroun, c'est mieux. Quand tu as un petit souci là, si tu as un hôpital d'ici près de toi, mieux tu te diriges là-bas que d'aller dans un hôpital privé où là, rien que la consultation, ça va te coûter 10 000, 7 000. Pourtant, au district, c'est 600 le carnet de concession. Moins cher, mais on dirait un pansement sur une plaie infectée. D'une façon ou d'une autre, c'est cher. Vous comprenez un peu? D'une façon, l'État sait que non, ce n'est pas, c'est même gratuit. Mais sur le terrain, ce n'est pas ça. Tu parles, peut-être tu n'as pas l'argent, tu meurs. L'État sait qu'on doit prendre en charge, on va te prendre en charge normalement. Mais tu parles, tu n'as pas l'argent, tu meurs. Question plus pratique, combien coûte par exemple le traitement du paludisme, le Cameroun étant une zone endémique? Lorsque justement j'avais mené une étude avec le Centre Pasteur où je travaillais à l'époque, nous avons pu estimer le coût de traitement d'un cas de paludisme qui est justement de 50 000. C'est-à-dire que c'est la maladie la plus courante, donc qui se traite à 50 000. Donc on peut facilement comprendre que le barème soit mis à 50 000 parce que c'est en fait pour le traitement d'une maladie la plus retrouvée dans la société. Un montant très élevé pour une maladie moins contraignante en matière de prise en charge, 50 000 francs CFA en moyenne, dans un pays où le SMIC est de 36 000. Cependant, pour un cas de paludisme grave,
le système de santé supporte près de 75% des frais de soins. Et le coût global du traitement d'un cas de paludisme à l'hôpital est pratiquement d'environ 300 000 francs. C'est-à-dire que 300 000 répartis de telle manière que le patient, on l'appelle également client dans la modernité des systèmes de santé aujourd'hui, vient avec une participation de 50 000 et le système de santé endosse 250 000. Donc, vous voyez bien que les coûts de santé sont vraiment, vraiment importants dans notre pays. L'une des solutions pour réduire les coûts, l'assurance santé. La majorité des cas, les patients arrivent à l'hôpital, ils n'ont pas assez de moyens pour une bonne prise en charge. Mais s'ils étaient assurés, la prise en charge devait être beaucoup plus fluide. Tu es une assurance maladie, le fait que tu viennes d'abord, on prend soin de toi d'abord, là c'est encore bien. Là encore, il faut diagnostiquer le système d'assurance. Vous savez comment notre pays est. Une assurance maladie est préférable dans des pays développés, dans des pays où il y aura je peux même dire des lois qui doivent être derrière les assureurs là pour qu'ils puissent prendre soin de leurs patients. Il ne suffit pas de faire l'assurance maladie. Hein. Oui, tu peux faire l'assurance maladie, après tu meurs à cause de la maladie. Hein. Non, je t'assure, arrivé à l'hôpital, tu sors ton assurance, on te dit que mais appelle ton assureur, tu dois faire comment? Lorsque vous regardez également la densité médicale qui est de 0,08 médecins pour 1000 habitants, donc même pas un médecin pour 1000 habitants, vous voyez que à partir de ce moment, si vous mettez en place un système d'assurance qui a pour effet immédiat de booster la demande de santé, vous allez vous rendre compte que le système sera asphyxié. Donc, tant qu'il y a un déséquilibre entre l'offre de soins et la demande de soins, il ne faut pas s'aventurer à ça. Donc le premier travail aujourd'hui qu'il faut faire avant de penser à l'assurance santé, c'est ce que j'ai toujours dit depuis des années, il faudrait que nous travaillions à résoudre d'abord le problème du déséquilibre qu'il y a entre l'offre et la demande de soins et d'améliorer la qualité des soins afin maintenant donc de passer à autre chose. Et tout ça c'est faisable. Les Camerounais attendent toujours la mise en place effective de la couverture santé universelle. Entre-temps, se soigner dans les hôpitaux publics reste un goulot d'étranglement pour les patients. Les plus nantis préfèrent d'ailleurs les centres privés, encore plus chers. Alors Vincent Yedeux, on va rectifier. Le SMIC est déjà pratiquement un peu plus de 41 000, près de 42 000 francs CFA. C'est ce qu'on va rectifier sur ce reportage qui vient d'être proposé, notamment sur la gouvernance des hôpitaux. C'est vrai que nous parlons davantage d'entretien et de gestion de ces hôpitaux. Est-ce que finalement, les tests que le chef d'État aurait signés ces derniers temps, donnant le transfert de certaines compétences aux collectivités territoriales décentralisées, pourront rectifier ce type de problème? Tout d'abord, parlant du SMIC, je crois que l'État a fait une communication pour parler de 41 000 et les syndicalistes sont sortis pour dire non, ils n'étaient pas tombés d'accord, ils étaient plutôt à 60 000. Donc jusqu'à présent, le montant du SMIC n'est pas encore arrêté. Et donc, votre confrère qui a fait ce reportage est juste. Alors, ce montant de près de 42 000 francs qui a déjà été publié par-ci et par-là, il est spéculatif? Il est spéculatif, c'est d'autant plus qu'il est précisé qu'en attendant que les discussions avec les différents groupes aboutissent. Donc, on maintient d'abord cela. C'est ce qu'ils ont proposé, ce n'est pas validé. Donc, pour l'instant, le SMIC au Cameroun est encore à 30 000. Est encore à Très bien. 30 000. Bon, maintenant, en parlant de ce que nous venons de voir, j'avoue que j'ai été un peu surpris par le coût réel, n'est-ce pas, du traitement d'un accès palustre, par exemple, où on nous parle de 300 000, et où ce qu'on apporte à l'hôpital est juste une contribution. C'est dommage pour un pays comme le nôtre, parce que le paludisme, il ne date pas d'hier. Depuis la période des indépendances, nous avons formé des médecins, nous avons formé des professeurs, nous avons formé des pharmaciens. Il y a un certain nombre de brevets qui sont tombés dans l'espace, dans le domaine public,
et dont on peut prendre des formules pour faire des médicaments génériques. Jusqu'à l'heure actuelle, le Cameroun continue, même pour ce qui est des génériques du palu, à importer des génériques. Vous voyez bien que ça pose un problème. Nous n'avons pas la maîtrise, n'est-ce pas, des médicaments que nous devons utiliser pour le traitement de nos compatriotes. Et pourtant, nous avions la possibilité, n'est-ce pas, d'impulser une politique locale qui permette déjà au moins de pouvoir, puisque nous savons que 90% des cas de maladies dans notre pays sont des cas de paludisme. Pour 100 Camerounais qui vont en consultation oui, parce que le palu étant une maladie endémique, on devait mettre l'accent sur la production localement de ces molécules-là qui pourraient donc nous permettre, n'est-ce pas, de faire chuter drastiquement le coût du traitement, ce qui semble ne pas être le cas et c'est un véritable problème. Maintenant, en parlant des textes du chef de l'État, évidemment... qui transfère un certain nombre de compétences. Les compétences étaient même déjà transférées. Il fallait juste les textes d'application. Et on se rend bien compte que ces textes-là ne vont rien changer sur la donne actuelle. Pourquoi? En matière d'achat des médicaments. Parce qu'il s'agira pour ces CTD de se rapprocher des services spécialisés pour passer la commande dans le circuit habituel des médicaments. Et donc, si les médicaments qui arrivent coûtent cher, la politique donc ne pourra pas changer. Le coût ne pourra pas changer puisque les gens vont toujours être obligés de payer le même montant pour leur traitement. Donc, le texte du chef de l'État, c'est vrai que... et même là encore... Mais ces textes transfèrent un certain nombre de compétences, notamment sur les constructions des hôpitaux, la gestion des hôpitaux, sur le plan régional, que ce soit sur les plans de communes. C'est quand même assez clair. On a un texte maintenant qui donne délégation de pouvoir aux collectivités territoriales décentralisées, maintenant des politiques, en fait, de mettre en place des politiques de santé telles que pensées par le gouvernement, mais en apportant aussi la contribution locale. La loi existait déjà, sauf qu'il fallait définir le cadre dans lequel elle devait s'appliquer. C'est ce que le chef de l'État a fait. Alors, mais ce cadre, est-ce que ça n'apportera pas un ouf de soulagement aux populations? En fait, est-ce que les collectivités territoriales décentralisées, je voudrais dire les exécutifs municipaux, que ce soit dans le cas sur le plan régional ou municipal, ne devraient pas davantage maintenant s'y intéresser de manière à assouplir les souffrances des malades, parce que là aussi, c'est de ça qu'il s'agit quand même. Je crois que ce à quoi on va assister, où on est en droit d'assister, c'est que ces responsables locaux, n'est-ce pas, vivant dans cet espace, qu'ils soient plus attentifs, n'est-ce pas, aux préoccupations des populations. Il y a des cas, par exemple, ce soit arrivé que l'on nous dise qu'il n'y a plus de réactifs pour certains examens, qu'il n'y a plus des réactifs pour ceux qui font les dialyses et autres. Donc, je crois que là, ils pourront mieux suivre le processus de commande en matière de produits. Alors, vous pensez qu'ils n'auront pas grand-chose à faire dans la gestion immédiate de ces centres de santé, par exemple, dans la gestion immédiate des hôpitaux, c'est-à-dire le recrutement du personnel, c'est-à-dire la gouvernance de ces hôpitaux, implémenter un peu un service social qui soit très souple, c'est-à-dire que tenir compte des souffrances des uns et des autres, surtout des différentes classes sociales qui intègrent également les communes. Est-ce que vous pensez que les collectivités territoriales décentralisées ne pourront pas jouer ce rôle? Il me souvient avoir entendu tout dernièrement un responsable d'un établissement de santé public qui faisait le bilan de l'année qui s'était achevée et l'hôpital avait réalisé des bénéfices. L'hôpital avait réalisé des bénéfices. Donc, ces hôpitaux sont considérés comme des centres de profit. Et c'est là où je dis qu'il faut repenser la politique. Ils sont considérés comme des centres de profit. Donc, ces gens qui sont là doivent faire de l'argent qui leur permette de gérer l'hôpital, de payer le personnel qu'ils recrutent par eux-mêmes, de faire face à toutes les charges de fonctionnement. On voit par exemple au niveau de l'hôpital de la Chrétienne de Douala, pour ne pas le citer,
On voit tout ce qui est fait, tout ce qui est réalisé, mais les fonds ne viennent pas d'ailleurs. C'est l'argent, c'est les prestations que les gens payent, et c'est de ces prestations qu'on tire une partie pour ces investissements que nous observons. Si on peut se féliciter de ce que cet hôpital se présente mieux, mais on n'oublie pas la souffrance, n'est-ce pas, de ceux qui viennent se soigner là-bas. Il vous souvient que tout récemment encore, on nous parlait des malades qui se retrouvaient séquestrés dans ces hôpitaux. Donc, la possibilité de recruter est donnée aux responsables des CTD en fonction des besoins, mais encore faudrait-il être capable de faire face à ces différentes charges. Et c'est là où tout le problème se pose. Et on voit très bien que la politique du médicament n'accompagne pas la politique de santé. Tout ce qu'on applique comme politique du médicament aujourd'hui, c'est en termes d'importation, en termes de stockage, en termes de distribution à l'intérieur du pays. Mais nous ne pensons pas à produire. On devrait être capable, avec tout ce que nous avons comme ressources humaines, être capable de produire des réactifs au niveau du Cameroun, être capable de produire des molécules, comme je le disais tantôt, qui sont tombées dans le domaine public pour pouvoir prendre en charge, n'est-ce pas, pour baisser les coûts de production. Lorsque vous entendez parler de l'Inde, mais justement, c'est ce que l'Inde fait. L'Inde est passée pour être le pays au monde qui produit le plus de génériques, mais tout simplement parce qu'ils regardent, dès que les molécules sont tombées dans le domaine public, ils se mettent à les reproduire et à distribuer à travers le monde. Nous devons penser notre politique de santé déjà par le médicament. Comme nous l'avons suivi, c'est le médicament qui détermine le coût de santé. Si nous ne maîtrisons pas la production de ce médicament, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus, malheureusement. Alors, vous avez comme impression que le transfert de ces compétences nécessite énormément des argent aussi. Est-ce que les collectivités territoriales décentralisées, à l'heure telle que nous le voyons faire, telle que nous voyons quand même les difficultés qu'elles ont engrangé de l'argent, ne risquent pas être étouffées avec ces tests qui leur endossent une responsabilité assez lourde, sans toutefois leur dire on vous donnera des moyens là-dessus. Comment ça va se passer? Il y a quelque chose de paradoxal. Le 11 janvier 2023, le ministre de la décentralisation signait déjà un texte pour rappeler aux maires qui doivent attendre le décret d'application, n'est-ce pas, du transfert des compétences liées justement au domaine médical. Oui, au domaine de la santé, parce qu'il avait été saisi par le ministre de la Santé de ce qu'il y a des maires qui, dans leur commune, ont essayé de faire des recrutements. Je vous rappelle, le maire de Nkonjok a voulu, dans le centre de santé, intégrer de Nkonjok, au vu de la souffrance des populations, recruter, n'est-ce pas, des infirmières qui pouvaient contribuer au soulagement, n'est-ce pas, des souffrances des populations. Il n'a pas pu, il a été bloqué. Plusieurs maires comme ça, dans leur localité, ont été bloqués, faute de texte d'application. Mais ils ont fait quand même des lits, des matelas dans les hôpitaux, des centres de santé intégrés. On voit les communes agir de temps en temps là, payer même un certain personnel sans souci. Je connais par exemple à Makba, la commune de Makba, qui s'y attelle de temps en temps. Il y a plusieurs communes, on peut les citer. Hein. Il y en a beaucoup. Oui, je voulais tout simplement dire que ce texte leur apporte un soulagement. Parce qu'il y a des maires qui ont eu la volonté de faire, mais ils n'ont pas pu, bloqués par le ministère. Un soulagement, vous dites, dans ce sens qu'ils pourront maintenant librement exercer les compétences qui leur sont données. Mais est-ce que davantage ne serait-ce pas un problème? Parce que là, il va falloir chercher aussi les moyens pour pouvoir subvenir à tous ces besoins. C'est quand même énorme ça. Oui, souvent, dans ces centres de santé intégrés qui sont dans des zones rurales, il manque juste une aide-soignante. Il manque juste un infirmier. Et donc, ce n'est pas forcément des gros sous qu'il faudra apporter pour soulager les populations. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, ayant la possibilité de recruter, ils vont certainement apporter une réponse, n'est-ce pas, aux problèmes des populations. Alors, on va demander à l'organisation de temps en temps de nous montrer ces images des hôpitaux de façon
à dégager un peu l'antenne. Ça permettra quand même à nos téléspectateurs de comprendre ce que nous sommes en train de dire et là où nous sommes en train d'aller. Quand nous parlons d'un cas comme celui de l'hôpital, vous nous montrez ces hôpitaux-là. Lorsque nous passerons sur les aires des yeux, vous allez nous montrer ces aires de jeu, ainsi de suite, ainsi de suite. De temps en temps, balancez ça aux antennes. Ça sera bien pour nos téléspectateurs qui nous suivent. Alors, conseiller Yedeu, je voudrais qu'on reste un peu sur ce transfert de compétences. On sait généralement que les collectivités territoriales décentralisées, beaucoup font preuve de beaucoup de lacisme. C'est-à-dire trop de lacisme, trop, on dirait une odeur. Ils accusent très souvent la machine étatique d'être très très lourde. Pourtant, on voit aussi certaines collectivités territoriales décentralisées qui ne bougent pas du tout. À la tête de ces communes, on a des maires qui ne bougent pas du tout. À la tête de ces régions, on a des présidents de conseils régionaux qui ne bougent pas du tout. Et du coup, ça crée la confusion. Dans ce cas où les tests paraissent déjà clairs, est-ce que vous avez la conviction que là, maintenant, l'action du maire peut être visible dans ce domaine précis? De toutes les façons, ceux qui voudront travailler ont aujourd'hui la possibilité de travailler. Ceux qui ne voudront pas le faire ne le feront pas. Vous savez, il s'est toujours posé un problème de compétence des chefs d'exécutif. Lorsque vous tombez sur un exécutif qui a à sa tête quelqu'un d'incompétent, ça se ressent sur les actions de cet exécutif. Et on déplore souvent le fait que ce soit plutôt pour des raisons politiques qu'on promeuve un certain nombre de responsables à la tête des exécutifs au lieu de privilégier la compétence. Je crois que maintenant, avec ce transfert de compétences, les gens vont être obligés de se mettre au travail et on comprendra de plus en plus qu'il faut absolument mettre à la tête de ces exécutifs des gens qui ont la capacité de pouvoir travailler pour le bien-être des populations. Pas ceux qui se contenteront du titre de maire ou de chef de la région, de président, donc de maire et de président, juste pour leur honneur personnel. Non, maintenant, ce titre-là, c'est justement pour se mettre au service des populations. Alors, on observe aussi, au niveau notamment de la gestion de ces hôpitaux, très souvent des cas d'insalubrité qui inquiètent énormément. Vous allez voir les hôpitaux carrément sales. Certains même côtoient des ordures ménagères, où on se demande est-ce que c'est la santé de ceux qui sont même déjà malades, qui n'est pas mise en péril de ce sens. Et, alors, le fait qu'on arrive dans ce système où même les hôpitaux aspirent déjà cette insalubrité, ne donne pas à suffisance, enfin, ne laisse pas croire à suffisance qu'il y a un essai aller. Il est vrai que on peut estimer que, et à juste titre d'ailleurs, parce que jusqu'à une certaine époque, c'est des choses que l'on voyait et qu'on continue à voir dans un certain nombre d'établissements de santé publics où il y a vraiment ces soucis-là. Mais pour un citoyen de la ville de Douala, par exemple, il aura vu, n'est-ce pas, l'hôpital de la Quintinie se transformer. Il aura vu l'hôpital de la Cité des Palmiers se transformer. C'est des hôpitaux qui n'étaient pas propres à une certaine époque, mais qui aujourd'hui, à cause du conseil de l'hôpital qui est là, ou alors grâce au conseil de l'hôpital, où justement le maire participe à la gestion de l'hôpital, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Mais vous avez omis de dire que cet hôpital n'a pas de groupe électrogène. Vous êtes en train de dire que tout semble être bien parce que c'est propre, mais on a un sérieux problème, il n'y a pas de groupe électrogène. Imaginez-vous un seul instant, avec ce coupure de lumière, combien de malades qui veulent entrer là? Maintenant, vous avez oublié de dire ça? Maintenant, c'est une question de priorité. Tout ça fait partie de la gestion. Est-ce que la priorité dans les hôpitaux, c'est tout simplement prendre de l'argent et non sauver les vies? Ou bien ceux qui sont déjà dans le coma, ou ce qu'on retient à base des machines, lesquelles machines fonctionnent avec du courant? Dites-nous, expliquez-nous comment ça peut être. Il peut y avoir une priorité au-dessus de cela. Y a-t-il une priorité au-dessus de ça? Je disais ceci, c'est une question de priorité. Ceux qui ont en charge la gestion de ces hôpitaux font en fonction de leurs moyens, ils font avec leurs moyens. Donc, il y a des conseils de gestion. Lorsqu'ils s'asseyent, ils définissent des priorités en fonction des moyens qu'ils ont. Je vous rappelle quand même que les hôpitaux peuvent bénéficier des dons. Ça soit été le cas, des dons de lits, des dons d'un certain nombre de matériel.
et donc même les dons de groupe. Donc c'est l'occasion ici pour un hôpital qui n'a pas de groupe de lancer un appel à tous ces âmes bienfaisantes pour leur dire que non, vous avez la possibilité dans cet hôpital de faire quelque chose. Et même aux entreprises qui sont dans cette circonscription, elles peuvent être des entreprises citoyennes. Alors, encore qu'elles ont la possibilité d'amortir ces actions qu'elles posent sur le plan social. Alors, vous savez connaître un peu sur la gestion des hôpitaux. Vous pouvez nous dire, vous pouvez imaginer combien d'argent entre l'hôpital La Quintinie, par exemple, par jour? Vous pouvez imaginer combien d'argent entre là-bas? Ben, écoutez, rien qu'à voir quel est le traitement des médecins aujourd'hui à La Quintinie, quel est le traitement des infirmiers. Je vous rappelle que cet hôpital était passé maître pour des grèves. Nous n'entendons plus parler des grèves du personnel soignant à La Quintinie. Nous n'entendons plus parler de la grève des médecins. Ça suppose donc que le comité de gestion a trouvé une parade, n'est-ce pas, pour faire face à toutes ces obligations financières. Et lorsqu'on voit les efforts qui sont faits, tous les équipements nouveaux qui sont dans cet hôpital, quand on voit le degré de propriété et d'innovation qui est fait à l'intérieur, on peut donc comprendre que si les soins coûtent cher, c'est justement parce qu'on utilise une partie de cet argent. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça le paradoxe? Est-ce que ce n'est pas ça le paradoxe? Comment les soins peuvent être si chers dans un service social? Vous avez des populations diminuées qui ont besoin de se faire soigner. Imaginez-vous un Camerounais qui a 30 000 francs de salaire à la fin du mois. D'ailleurs, vous avez dit que le SMIC, c'était à 30 000. Je reste à ce niveau. Qui a besoin de se faire soigner. Il ne doit pas aller à La Quintinie? Non, je ne vais pas parler si... C'est une question que je me pose pour la répondre. Et je me demande, est-ce qu'il ne doit pas aller à La Quintinie? Non. Alors, vous avez un Camerounais, laissons 30 000. Je prends un Camerounais qui a 200 000 francs de salaire et qui a des charges au quotidien. Ce dernier ne doit pas aller se faire traiter aussi à La Quintinie? Et quand vous me parlez de La Quintinie, franchement, j'ai envie de perdre un peu mon sang-froid, mais je ne veux pas le perdre. Parce que je sais ce que nous vivons à cette histoire de La Quintinie. Là, je sais ce que j'ai vécu là-bas. J'ai perdu ma belle-mère dans cette histoire-là que vous appelez La Quintinie. Et je vous assure, pendant que j'étais en train de couler les larmes, que ma belle-mère vient de mourir, ils ont volé les derniers médicaments qu'on a achetés. Il y avait 30 minutes à peine que les infirmiers ont volé. Ils sont partis avec. On ne tape pas le chemin que cela a pris. Donc vraiment, je voudrais qu'on ait cet aspect-là. J'ai peur qu'on perde un peu notre sang-froid et que nos téléspectateurs ne soient plus scotchés à cette émission. C'est une émission qui a une très, très grande envergure et qui n'entend pas décevoir sur des passions autres. Alors, j'ai envie d'ajouter sur... Conseiller, je vous appuie, je vous ai retiré la parole. Merci. On va aller maintenant à cet autre reportage qui va clairement nous identifier l'insalubrité des toilettes publiques. Cette insalubrité des toilettes publiques qui, il faut le dire, agace énormément aussi. Et on va revenir derrière. Présentement, vous voyez, les gens continuent d'uriner le long de la voie, oui. C'est un phénomène qui écœure et révolte les environnementalistes. La défécation à l'air libre ou la pollution de l'environnement sous toutes ses formes. Placide Clédio fait partie de ceux-là qui dénoncent le fléau. Il lance ici une campagne de sensibilisation en posant un acte. C'est les toilettes bio. Même on appelait ça mobile parce que nous pouvons les déplacer. Ici maintenant, quand vous rentrez dedans, vous voyez, vous pissez dedans. Quand vous pissez, vous pressez ici. Et l'eau nettoie. Des toilettes publiques, des urinoirs sont installés dans cet espace ludique, le stade général Mathieu Kérékou. On aperçoit déjà au loin une dame qui vient se soulager. Je viens de sortir à la banque là. Je voulais pisser, mais je ne sais pas là où je vais pisser. Là, j'ai su qu'il y avait une toilette à côté. Et je suis rentrée, c'est tellement bon, très efficace. Et je suis à l'aise. Un dispositif mis en place pour limiter, voire éviter les actes d'incivisme. Les responsables de l'Office de gestion des stades sont heureux de l'initiative. J'avoue vraiment que c'est un sentiment de satisfaction
sentiment de satisfaction parce que vous savez bien que le stade, c'est un lieu public qui est fréquenté par jour par plus de 5000 personnes. Plus de 5000 personnes qui accueillent le stade tous les jours. Nous n'avons plus de toilettes publiques pratiquement au stade. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est un sentiment de satisfaction. Placide Clédio troque sa stature intellectuelle en éducateur civique et moral. L'installation des toilettes est à sa phase pilote. C'est une innovation. On a essayé de vouloir régler le problème que nous enregistrons à travers cette toilette là-haut. Vous avez un système qui vous permet de vous mettre à l'aise. Et lorsque vous vous mettez à l'aise, l'urine va quelque part dans les bidons. Mais lorsque vous finissez, il faut nettoyer. Alors, lorsque vous enlevez le pied sur le système qui doit ouvrir les vannes pour l'urine, l'autre est fermé systématiquement. Et ça permet de nettoyer et l'eau de nettoyage va ailleurs. Donc, on ne mélange pas l'urine et l'eau de nettoyage. Ce qui fait que l'urine est vraiment concentrée, ce qui va nous permettre de travailler sur ça au centre Valdera. Au centre Valdera, nous allons prendre l'urine maintenant et utiliser l'urée pour pouvoir amender le sol. Selon le directeur de l'Office de gestion des stades, ces urinoirs viennent régler un tant soit peu le problème de l'insalubrité de cette infrastructure de loisirs en attendant que le projet s'étende à long terme. Conseiller Yeux2 Vincent est toujours avec nous sur ce plateau. Nous attendons certainement le prochain invité qui vraisemblablement ne sera plus avec nous. On a comme impression, puisque nous avons déjà amorcé un peu plus de 20 minutes de ce programme. Conseiller Vincent Yeux2, j'imagine qu'au sein de la mairie, où vous êtes conseiller municipal de la 3e, il y a quand même ces toilettes publiques, j'imagine, qui sont construites par la mairie. Cela semble être l'apanage maintenant de plusieurs collectivités territoriales décentralisées. Non, ça fait partie des compétences qui sont reconnues à la mairie. Et donc, il y a un certain nombre de toilettes publiques qui ont été construites par la mairie de Douala 3e. Donc, celles de Yassa, qui sont opérationnelles actuellement. Alors, personnellement, quel est le regard que vous portez sur la gestion de ces toilettes publiques en général? Lorsque vous passez, vous voyez les gens faire, vous voyez le service qui est mis à la disposition de ces passagers. Quel est le regard que vous avez de tout cela? À la réalité, on peut, si on s'intéresse à la question, on se rend très bien compte qu'il y a des améliorations qui peuvent être faites. Il y a d'ailleurs des solutions alternatives. Il y a des toilettes publiques mobiles, n'est-ce pas? Il y a des prestataires qui... Donc je pense que peut-être les mairies gagneraient, n'est-ce pas, à acheter ces toilettes mobiles pour permettre, n'est-ce pas, à des occasions, je vous rappelle que la dernière fois, il y avait le défilé du 11 février, une masse importante de personnes s'est retrouvée à un endroit bien précis. Donc, pour des questions environnementales, on devrait être capable de placer des toilettes publiques, n'est-ce pas, même si elles sont payantes, mais vraiment pour des raisons de commodité. Mais on se rend bien compte que à des moments, c'est un aspect qui échappe un peu aux communes. Mais pourtant, ils produisent des argents. Lorsque vous allez dans les marchés, par exemple, voyons, c'est écrit la toilette publique payante. Vous y allez, on vous dit c'est 100 francs, on vous dit 50 francs. Et puis, lorsque vous entrez, vous avez envie de ressortir très rapidement parce que ce que vous trouvez là est impensable. Pourtant, vous payez. Et ces argents entrent dans les caisses des collectivités, je voudrais dire les communes pour la plupart. Alors, dites-nous un peu, là aussi, on est dans cette logique de se faire des argents sans toutefois, en retour, rendre le service militant. Et de là, maintenant, est-ce qu'on va encore dire que c'est l'État? Non, généralement, quand vous voyez ces toilettes publiques-là, dans les marchés hautes, elles sont gérées en espèce de régie. C'est-à-dire que la commune se décharge et confie ça à un individu qui va s'en occuper. Et quand ce n'est pas bien... Ça n'exclut pas moins qu'elle appartient à la commune. La commune répond de ce qui est fait là-bas. Tout à fait. Elle répond. Et lorsqu'elles ne sont pas bien entretenues, généralement,
la mairie décide de les fermer. Elle décide de les fermer. Mais en principe, quand on dit qu'il y a des toilettes publiques, elles doivent être entretenues. Oui, la maintenance doit être assurée pour éviter que ce ne soit le lieu de contamination, n'est-ce pas, et de propagation d'un certain nombre de maladies et d'infections. Est-ce qu'il y en a assez? Il y en a assez? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et il y a même un manque criard. Il y a un manque criard de toilettes publiques. Ça, c'est le lieu de le dire. Mais comme je le disais, c'est un effort que nous devons tous faire, aussi bien les communes que les populations. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les populations ont la possibilité, n'est-ce pas, d'interférer dans la gestion des affaires de la commune. La dernière fois encore, on parlait d'un plan communal de développement qui avait été mis sur pied. Et malheureusement, en termes de priorité, les populations, pour la plupart, ils ne me souviennent pas avoir vu un besoin de toilettes publiques comme priorité des populations. Ça voudrait dire que les populations ont des problèmes qui leur tiennent à cœur et pour lesquels elles souhaitent que la commune leur apporte immédiatement des solutions, et puis d'autres encore qui prendront du temps à être réglés par la commune. Alors, on va dire, vous avez parlé tout à l'heure des priorités. Quelles sont selon vous les priorités? Parce que les priorités sont désignées par les populations ou bien par les communes. Imaginez-vous qu'on a une histoire des toilettes publiques. Généralement, on en trouve dans des métropoles, hein, des grandes métropoles comme Douala, Yaoundé, des villes comme Bambayo qui se développent déjà aussi, comme Samba et bien d'autres. C'est là où on trouve peut-être la nécessité d'avoir ces toilettes publiques. Et dans des marchés un peu partout, des espaces marchands où il y a pleinement du monde, y compris des stades et bien d'autres. Mais je parle au niveau de la gestion. Est-ce que c'est là... Il n'y a pas là un lacisme qu'il faudra peut-être remettre en cause. Ce n'est plus un problème de moyens, ça, puisque les toilettes, ils sont déjà. Oui, tel que je le disais, là où les toilettes ne sont pas bien entretenues, c'est un problème de gestion. C'est un problème de suivi. Et très souvent, le suivi est laborieux. Pourtant, on a de l'argent qu'on prend de ces toilettes. On en occupe, on s'en utilise à autre chose. On dit, OK, prenez là-bas et puis... ici. Les toilettes que construisent les communes ne sont pas faites à but lucratif. C'est-à-dire même ce qu'on perçoit permet juste d'entretenir et de rendre cela propre. C'est pour cela que... Mais même d'entretenir quoi? Les mêmes toilettes. D'entretenir les mêmes toilettes. Et lorsqu'on trouve que ces toilettes ne sont pas entretenues, alors qu'est-ce que ces agents prennent que direction maintenant? Malheureusement, encore une fois, je dis, c'est un problème d'homme, c'est un problème d'individu. C'est un problème d'individu. Quel est ce maire-là qui va accepter que les toilettes qu'il a construites pour le bien-être de ses populations, qu'elles ne soient pas bien entretenues alors qu'il perçoit... Pourtant, c'est ce que nous vivons. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Quand ça se passe ainsi, le maire n'est pas forcément au courant de cela. Alors, qu'est-ce qui empêche le maire d'être au courant? Parce qu'il ne fait jamais des descentes au sein de ces marchés pour aller voir si ces toilettes qui ont été construites sont propres. Il ne descend jamais pour dire la mairie entre et puis une action ici. Comment se porte cette action-là? Il ne descend jamais pour aller s'acquérir auprès des populations, pour leur demander, mais écoutez, depuis que j'ai mis ce chef-d'œuvre ici, comment est-ce que vous trouvez l'entretien? Ça aussi, c'est son rôle. Il y a un service d'hygiène et de salubrité qui fonctionne. Qui ne devrait pas empêcher le maire d'aller lui-même s'acquérir de la situation. Dans ces cas-là, vous allez devenir comme un président de la République qui reste dans son palais et qui dit que j'ai un gouvernement, j'ai des conseillers, j'ai tout. Ils peuvent aller voir et me rendre compte. Sauf que le retour n'a jamais été ce qui est effectivement sur le terrain. Généralement, les jeudis, les maires descendent sur le terrain parce que ce sont les jeudis propres et ils font le tour. Il peut arriver, n'est-ce pas, que le maire décide pour cette semaine de passer dans un marché et il visite toutes les structures de ce marché-là, y compris les toilettes. Parfois, il se répartit les marchés. Pour parler de Douala 3, il a 6 adjoints, donc ils ne vont pas dans les mêmes lieux, ils se dispersent et je crois qu'à cette occasion, ils peuvent faire ce genre de constat et donner des consignes. Généralement, c'est vraiment pour cette hygiène-là, pour curer les caniveaux, pour balayer, parce que nous savons que c'est le lieu de vie de certaines populations, des commerçantes. Et donc, si le milieu n'est pas sain,
n'est-ce pas, et ils vont... On relève dans l'incompétence des services d'hygiène et salubrité des mairies qui, au fait, ne font pas exactement ce qu'ils doivent faire. Même les rapports qui doivent être dirigés au maire, ça va être des rapports biaisés et qui sont des rapports qui sont peut-être à leur avantage. Hein. Ils ne diront pas au maire, monsieur le maire, nous ne faisons pas bien notre travail. Monsieur le maire, les toilettes sont souvent sales. Monsieur le maire, quand nous prenons de l'argent, tout n'entre pas dans vos caisses. Monsieur le maire, ne vous attendez pas à ce qu'ils disent un rapport comme ça à monsieur le maire. Mais ils sont prêts à dire, monsieur le maire, nous avons des clients récalcitrants, nous avons des commerçants qui ne veulent pas payer. Des commerçants, quand ils arrivent au 200 francs, ils disent qu'ils ont 25 francs. Ils sont prêts à le dire. Parce que justement, ils veulent distraire même les 50 francs et les 25 francs qui entrent dans les caisses. Vincent Yudé, vous êtes conseiller municipal, ça vous comprendre. Vous avez tout un petit air de réserve, ça vous regarde, mais nous avons un devoir pour nos téléspectateurs, leur dire exactement ce qui se passe sur le terrain, sans toutefois marcher debout, ni avoir ni foi, ni honte, parce que ce que je dis, c'est ce qui se passe. Et nous devrons leur dire. Et ces maires qui nous suivent en ce moment doivent comprendre qu'ils ont aussi cette obligation de descendre, voir exactement ce qui se passe sur le terrain. Ça leur permettra d'avoir une idée réelle des équipes d'hygiène et salubrité qu'ils envoient généralement sur le terrain, qui ne font pas généralement le travail, qui arnaquent les populations. Voilà ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans un restaurant, monsieur, ça c'est sale, ils prennent un peu d'argent, ils foutent le camp. Si le monsieur reste nettoyé son restaurant, tant mieux. S'il ne reste pas le faire, ils s'en foutent. Ils ont déjà obtenu ce qu'ils voulaient. De l'argent et uniquement de l'argent. Si quelqu'un veut me mettre au défi, qui me prouve le contraire de ce que je suis en train de dire. Alors, on va évoluer dans cette émission, forcément. On va repartir en image maintenant. On va proposer à nos téléspectateurs cette descente du maire de la ville, le maire de la ville de Douala, qui est allé voir lui-même. On parlait d'inauguration de certains loisirs, certains aires de loisirs et divertissements dans la ville de Douala. C'était tout à fait merveilleux. On vous propose cela et nous revenons pour les analyses. Coupure de ruban pour marquer l'inauguration des centres de sport et loisirs dans plusieurs quartiers de la ville de Douala. Pour le maire, le docteur Roger Mbassandine, ces différentes infrastructures visent un but précis. Nous avons à cœur d'améliorer le cadre de vie des populations. C'est là le mandat fondamental des maires. Et nous voulons améliorer le cadre de vie des populations. Et en même temps que nous sommes ici, vous avez vu qu'il y a quelques temps, nous avons mis les pavés au carrefour, là, juste derrière vous. Ça ne fait pas 2 mois. Et aujourd'hui, nous inaugurons un espace, une station de sport et loisirs pour permettre aux habitants de se détendre, de prendre du bon temps et en même temps de veiller à ce que le drain qui passe par ici, le drain qu'on dit, soit bien entretenu et que les inondations soient désormais plutôt disons, un mauvais souvenir. Les parcs de Kondi, Bonaloka, Tongo Abassa, Mbagna, Source Mbappé et celui d'Aqua sont les sites qui abritent ces nouvelles stations de sport et loisirs. Chaque parc est doté d'équipements de sport, d'espaces de jeu, de restauration et autres jardins et sanitaires publics. Inaugurés le 10 février 2023, ces nouveaux parcs ont été construits par la mairie de Douala avec l'appui financier de l'Agence française de développement AFD. Dans ce plan que vous voyez derrière moi et qui a été multiplié, je crois, à plusieurs endroits de la ville, au moins dans 5 zones, on voit bien que c'est presque 600 000 personnes de la communauté urbaine de Douala qui vont pouvoir bénéficier de toute une série d'infrastructures nouvelles. Voilà. À la fois pour un aspect de sécurité, puisque les drains servent aux évacuations de l'eau, mais également, vous le voyez derrière moi, des espaces de convivialité qui sont installés, des espaces sportifs qui permettent à la jeunesse de venir à n'importe quel moment pouvoir s'entraîner. Donc je crois que ce sont des combinaisons qui, portées par l'AFD, par la coopération française, vont un peu transformer la vie du quartier. Pour l'entretien de ces nouvelles infrastructures de sport et loisirs, le maire de Douala affirme que celui-ci sera supervisé à la fois par ses services et aussi par les communes d'arrondissement. Conseiller Yudé, un chef-d'œuvre, il faut le rappeler, c'est quand même une merveille pour les populations de la ville de Douala. Moi, je suis plutôt inquiet. Je suis inquiet parce que c'est fait à proximité des grains et ces grains sont ouverts.
en saison de pluie, on s'est vite retrouvé dans l'eau. Donc je crois que pour la sécurité des populations, parce que vous savez, la devise c'est safety first, c'est d'abord la sécurité, avant tout. On devrait mettre des garde-fous le long de ces grands. Tout à fait. On ne peut pas dire que 600 000 personnes vont venir s'agglutiner autour de 5-6 espaces comme ceux-là, sans qu'il y ait des conditions de sécurité maximales. Donc, ça, c'est ma première inquiétude. Je suis passé par le centre de Kondi là-bas et justement, je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Le grand est ouvert, il est béant là. Les gens entrent sans toutefois être contrôlés, vous ne savez pas ce qu'ils partent. Ils ont des petits sacs parfois, vous ne savez pas ce qu'il y a dans ces petits sacs, une bombe peut exploser à tout moment. Je comprends votre inquiétude, conseiller. On peut facilement pousser quelqu'un là-bas. On peut pousser quelqu'un là-bas. Ou alors quelqu'un peut perdre l'équilibre et il se retrouve dans l'eau. Et quand on sait qu'en saison de pluie, ces grains-là drainent effectivement d'importantes quantités d'eau. Donc, mais sinon... L'initiative en elle-même, oui, elle est bonne. Permettre aux populations de se détendre de temps en temps. Les populations de Douala ont un grand besoin, n'est-ce pas, de divertissement. Elles ont besoin de ce genre d'espace pour s'exprimer parce que, vous savez, la ville de Douala est en train de grandir et elle a consommé tout ce qu'il y avait comme espace, tout ce qu'il y avait comme espace vert, comme aide de divertissement. Donc, c'est une bonne chose quand même, sauf qu'il faudrait qu'on assure les conditions de sécurité maximales en mettant des garde-fous le long des différents grains. Alors, ces aires de loisirs et de divertissement posent vraiment un problème d'entretien à la longue. Parce que là, est-ce que le plus dur ne commence pas maintenant? On a construit quelque chose, c'est encore neuf, on voit tout est encore semble encore être beau, mais au fil du temps, on aura des infrastructures qui vont se dégrader progressivement. On aura des gens bêtes comme ils peuvent l'être pour certains, qui viendront plutôt voler un matériel pourtant qui est disposé à faire du bien à tout le monde. C'est là où le plus dur commence. Et là maintenant, on parle donc de l'entretien. Est-ce que ce n'est pas là où il faut saigner? Mais le maire de la ville vient de le dire. Il va s'en occuper et il sera appuyé en cela par ses collègues des communes d'arrondissement. Donc nous souhaitons simplement que l'on sorte des sentiers battus pour rentrer dans une nouvelle ère. Nous avons tous intérêt à ce que ces espaces existent, qu'ils perdurent, qu'ils soient attrayants, n'est-ce pas, et qu'ils continuent à attirer le maximum de personnes. Donc en même temps qu'il faudra les entretenir, il faudra veiller également pour que les populations ne les vandalisent pas plus tôt. Et c'est là où je voudrais profiter pour faire un appel aux populations, pour dire qu'en réalité, elles doivent s'approprier ces différentes infrastructures. Elles ne doivent pas considérer que c'est des infrastructures qu'elles peuvent venir vandaliser, que c'est des infrastructures qui appartiennent à l'État et qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Non, c'est un patrimoine commun qui doit être préservé par chacun. Chacun et par tous. Tout à fait. Ouais. Alors, nous repartons en image. Nous parlons de la gestion, de l'entretien des édifices publics. On parle des édifices publics, c'est-à-dire les infrastructures sociales, notamment. On parlait tout à l'heure des toilettes publiques, les aires de loisirs et divertissement, les hôpitaux. Cette fois-ci, nous avançons vers les marchés. Ces terribles bourbiers qu'on appelle désormais les marchés, qui semblent être un problème fondamental pour les collectivités territoriales décentralisées, parce que tous les maux d'une commune sortent pour la plupart des marchés. Je vous suggère de regarder un peu les marchés de la ville de Douala et nous revenons pour une analyse.
Bienvenue dans ce nouvel épisode à travers mes yeux. Aujourd'hui, je suis au marché de Dakar. Je vais faire mon marché avec 5000 francs pour la semaine. Et c'est vraiment pour vous prouver qu'au lieu d'aller dans les grandes surfaces, vous pouvez venir au marché de votre quartier ou de votre ville au Cameroun en toute sécurité pour faire votre marché. Et vous verrez, il y a de bons légumes, il y a de belles tomates, il y a des oignons frais, il y a de la viande, il y a du poisson, il y a tout ce que vous cherchez. On y va. Avant de commencer le marché, il fait vraiment chaud à Douala, vous le savez. Donc je vais juste acheter des chouchous dans ce stand-là. Madame, merci. C'est combien? C'est 300 bébés. Ok, tiens, merci, c'est gentil. C'est bon. Donc là, en fait, ce que je veux vraiment, ce sont des produits frais, genre tomates, oignons, qui vont me durer toute la semaine à la maison. Donc je vais prendre... Déjà, je vais vous prendre de la tomate, madame, s'il vous plaît. Donnez-moi pour 500. Oui. Attends, je vais prendre. Les pommes, ok, donne-moi pour 500 aussi. C'est comment? Moi, ton ancien pied tombé la planche. Je donne un bon gars combien la planche? Merci. Eh bien, il faut monter aux étrangers. Il y a le bon la planche. Cette année à Dakar, on m'a vendu jusqu'à l'office. Je donne un bon gars combien? La planche est venue nous voici en décembre. La planche? Décembre, si vous allez capter l'argent. Je donne pour combien? 200, 500. Attends. Attends, je reviens. Donne-moi pour 500, s'il te plaît. 500. Oui, 500. Choisis bien. Oui. Attends. Un paquet, c'est combien? 500. Un paquet, c'est 500. Voici le bon gars, la planche, tu as traversé. Tu m'as sauvé la planche, tu m'as sauvé. Tu veux la planche, tu veux le piment. Mais je veux pas beaucoup, je veux pour 200 seulement. Ok. Le rouge, hein. « 200, c'est beaucoup comme ça. » Non, regarde, garde les 200, tu me donnes juste un peu. Enlève, tu me donnes juste un peu, mais garde les 200, ok? Mais enlève, parce que je peux pas, je sais pas ce que je vais faire avec tout ça. Enlève encore. Ok, ça va. Merci. Et les carottes, ma tante? Ça, c'est combien? 100 francs. Tiens. Ah, voilà 100 francs encore ici. Tiens, ça c'est combien? Ok, je prends les 3 là, ok? Ça va? Ok. Ok. J'ai déjà acheté. Ouais, la prochaine fois. Cet aspect pour regarder un peu comment les produits qui sont destinés à la consommation sont exposés à même le sol dans les marchés. Vincent Yedeux, conseiller municipal que vous êtes, j'imagine que vous avez déjà été dans un marché. Et vous voyez un peu comment ça se passe là-bas. Les produits qui sont destinés à la consommation directe sont exposés à même le sol. Oui, c'est malheureux ce que nous voyons là. Mais vous savez, il y a encore un problème. Il faut savoir, il faut être capable de discipliner, n'est-ce pas, les populations. Parce que pour ce qui est du marché de Dakar, je vous rappelle que c'est un marché qui est très bien construit, qui est entièrement couvert. Mais on se rend malheureusement compte que les commerçantes préfèrent
venir sur la chaussée, n'est-ce pas, étaler les marchandises. Le marché en lui-même est vide à l'intérieur et toutes les vendeurs se sont déversés à l'extérieur. C'est un problème sérieux pour les responsables. Je me rappelle toutes les opérations coup de poing qui ont été faites dans cet espace marchand-là pour amener les populations à rentrer à l'intérieur du marché. Rien n'y a fait. 2-3 jours après, les populations reviennent. Donc ça pose un sérieux problème. Parce que ce n'est que dans un marché où les gens restent sur des espaces appropriés, on peut mettre les étalages. Sauf que là, c'est sur la chaussée. On peut mettre les différents étalages sur la chaussée, malheureusement. Et les condiments que nous venions de voir là se vendent à même le sol sur la chaussée. Mais vous n'allez pas renvoyer la faute quand même aux populations. Il n'y a que, au niveau des collectivités territoriales décentralisées, quelque chose doit être fait quand même. Ça revient de leur ressort quand même de discipliner ces marchés-là. Je vous dis, pour ce qui est de ce marché, j'ai vécu, pas une fois, pas 2 fois, pas 100 fois. Ça veut dire qu'ils sont au-dessus de vous alors? Je vous dis que la population camerounaise mérite d'être éduquée. Voilà. Je vous dis, et qui doit faire ce travail? Appuyer, c'est nous tous. Voilà. C'est nous tous. Ça dit que lors d'une émission comme celle-ci, on devrait être capable de leur dire ce n'est pas bien d'aller vous installer sur la chaussée. Comme nous sommes en train de le faire maintenant. Il faut qu'ils sachent que ce n'est pas bien de s'installer sur la chaussée. Sauf qu'il y en a qui doivent le faire au quotidien, qui ne le font pas. Ils le font absolument. Je vous dis que si vous allez au marché de Dakar, le commissariat du 8e est juste à côté. Il y a eu toute une brigade pendant des semaines et des semaines qui tous les matins passaient ramasser tout ce qui était sur la chaussée. Je vous assure que les populations ont eu raison de ces agents de la police, que je salue ici, à l'usure. Parce qu'à force de passer et de repasser, elles ont fini par se... Alors, mais vous savez que les marchés sont aussi mal construits. Ça, vous n'allez pas fermer les yeux là-dessus. Malheureusement, ici, ça ne tient pas parce qu'il s'agit du marché ici, nous sommes au marché Dakar. Il est totalement construit et couvert. Il est vide actuellement. Je vous dis, par exemple, où est-ce qu'on va mettre des vivres tels que les tomates? Où est-ce qu'on va mettre des trucs tels que des régimes de plantains, je ne sais pas quoi, du macabo? Vous leur dites, entrez dans le marché. Effectivement, il y a un espace dans le marché, mais qui n'est pas très différent de l'espace qui est dehors parce qu'à l'intérieur du marché, il n'y a pas de construction appropriée pour acquérir aussi ces différents vivres que nous voyons là. C'est vrai qu'on va vous dire, voilà des boutiques, voilà des tables, voilà des stands, voilà des tables, allez-y, prenez-en. Mais écoutez, il y a aussi ça. Je vous dis, dans le cas du marché Dakar, tout votre raisonnement ne tient pas. Parce que c'est un marché entièrement construit qui a prévu tout cela. Toutes ces infrastructures sont présentes. Mais je vous dis encore une fois, les populations de Douala 3e qui opèrent dans cette zone-là sont passées maîtres de ces lieux. Elles sont passées maîtres. Ce matin encore, quand je sortais, j'ai failli heurter quelqu'un au niveau du rond-point de Dakar parce que les populations ont pris les 3/4 de la route, les 3/4 de la chaussée. Les populations sont sur la chaussée. Quelqu'un doit donc les discipliner. Qui fait ce travail? Qui doit donc les discipliner? C'est un travail que nous devons tous faire. Vous n'avez pas... C'est un travail que nous devons tous faire. Vous avez un service de police municipale. On peut bien s'intéresser aussi. La police municipale y est présente. Je vous dis, elle ne parvient pas à discipliner les populations. Les populations vont vous dire, oh, moi je sors, mes enfants doivent manger, mon mari ne travaille plus. Est-ce que ce ne sont pas les habitudes qui ont déjà finalement la police? Puisque cette police municipale semble être complice aussi avec ces commerçants. Parfois, on vous dit, ok, bon, gars, restez là. Et puis, mais vous savez ce que vous allez faire, hein? Restez là. Vous n'allez pas ignorer ces choses-là. Encore une fois, la population... C'est pas parce que nous sommes devant l'écran que vous allez ignorer ces choses-là. Encore une fois, la police municipale de Douala 3e a été recrutée en 2020. Oui. A commencé au travail en 2021. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu des habitudes, des gens qui sont là depuis. Je vous dis que ces gens-là, il faut les discipliner. Bon, maintenant, à côté de cela, quand même, on peut construire un autre marché à côté. Un autre marché. Je crois qu'au niveau de la 3e, il y a un projet du côté du... Nous ne parlons pas seulement de la 3e, parce que cette émission n'appartient pas à la 3e, il faut qu'on se comprenne très bien. Vous ne faites que dire de la 3e. Je voudrais vous... Les cas que vous citiez, peut-être il y a des exceptions à la 3e, mais je vous dis, nous prenons dans le général, pour faire comprendre aux gens qu'il y a un lacisme aussi. Il y a aussi un lacisme aussi du côté de ceux qui doivent veiller à ce que cela ne se fasse pas. Quand vous,
dans les mairies. Vous venez demander aux gens des tickets de 200. Vous appelez ça occupation temporaire de la voie publique. Ça veut dire que vous avez permis qu'ils occupent là et qu'ils vous donnent 200 francs tout le temps. C'est ce que ça signifie. Vous leur dites occuper ça de façon temporaire. Ça veut dire que je peux revenir demain vous dire que partez de là, vous devez partir. Mais sauf que les 200 qu'ils vous donnent là vous intéressent. Et ça crée tout ce que nous créons là. Tout ce que nous sommes en train de déplorer malheureusement. Ce que les communes doivent faire, c'est d'aménager des cadres pour permettre à ces populations, n'est-ce pas, de vendre décemment. Nous avons vu, puisque vous ne voulez pas qu'on parle de Douala, allons à Yaoundé par exemple, on peut même aller ailleurs, des marchés qui ont été construits, des populations qui résistent, qui ne veulent pas aller dans les espaces qu'on a prévus pour elles, pour mener librement leur activité. Parce qu'on leur a dit que vous pouvez donner 200 francs à occuper la voie publique. C'est ce que ça signifie. Mais non, il faut le reconnaître et sensibiliser les populations à cet effet. Le Cameroun doit se développer, notre pays doit se développer. Et pour qu'il se développe, il faudrait qu'on abandonne un certain nombre d'attitudes. Tout à fait. Parmi lesquelles l'occupation temporaire à la voie publique, ça veut dire que les communes, les maires doivent désormais refuser de prendre les 200 que les gens mal garés leur donnent et pour leur dire rentrez dans le marché, nous ne voulons plus de votre argent. Si ça commence par là, je crois que ça va se discipliner. Pourquoi vous évitez cet aspect? Il faut tout simplement des dirigeants courageux. Il faut tout simplement des gens qui se sacrifient. On a vu ça dans certaines villes. Je vous dis, Mbalmeo, où je suis né, le maire de Mbalmeo n'est pas très bien vu par la population. Parce qu'il a déplacé tout un marché. Tout à fait. Il a déplacé le marché. Il a cassé des gens. Ça n'a pas plu. Mais quand vous arrivez à Mbalmeo aujourd'hui, il y a un nouveau souffle. Vous sentez quand même que ce maire savait là où il allait. Donc je crois que c'est ce genre de personnes, c'est ce genre de comportement qu'il faut encourager. C'est ce genre de responsable qu'il faut. Là où c'est compliqué, tel que nous voyons là, que des gens prennent les devants pour que ça avance. Et ici, on va le dire, il y a une espèce de laxisme. Et là, on va aller voir. Vous nous avez toujours dit qu'on ne parle pas de politique ici. C'est pour ça que je ne vais pas tirer sur certaines personnes qui aménagent là leur propre électorat, tout simplement, en mettant de côté, n'est-ce pas, la santé publique. Parce que tout ce qu'on vend là, à même le sol, ça pose quand même des problèmes d'hygiène et de salubrité. Voilà. Nous allons saluer le maire Dieudonné Zamba. Vous avez parlé tout à l'heure de la commune de Mbalmeo. Oui. C'est bel et bien Dieudonné Zamba. Je crois qu'il doit être au troisième mandat, troisième ou quatrième mandat, si je ne me trompe pas. Cet ancien diplomate, il était d'ailleurs ambassadeur du Cameroun au Japon. Il est d'ailleurs passé par les JO avant de ressortir très bonnement. Il est d'ailleurs président des sections RDPC dans l'Union SO5. C'est un ami personnel. S'il veut, il me tire les oreilles, mais j'ai déjà tout dit. Donc le gars, il n'y a pas de problème. Dieudonné Zamba, que nous allons apprécier, saluer vivement pour cette émission dans le cadre de ce programme de regard sur les communes. On repart en image. On parlait tout à l'heure de la discipline dans les marchés, c'est vrai. Il faudra discipliner les commerçants, discipliner les usagers, discipliner ceux qui y vont d'ailleurs pour mettre de l'ordre, je voudrais dire les services compétents des différentes collectivités territoriales décentralisées qui se laissent parfois aussi entraîner par la corruption. On ne va pas ignorer ça. Absolument. Vincent Yedeux, qui se laissent entraîner par la corruption. Pour certains, oui. Et c'est malheureux parce qu'ils mettent de côté le bien-être des populations pour chercher des privilèges individuels. Or, ils ont été formés, ils sont, quand on les déploie sur le terrain, c'est pour une mission bien précise. Mais à certains moments, on se rend bien compte malheureusement que pour certains, ils développent d'autres types de relations qui n'ont rien à voir avec ceux qui les amènent sur le terrain. Ayouk, des images des marchés, Ayouk, des images des marchés, Ayouk, notre réalisateur du jour, je vous appelle, de temps en temps, ils vont nous envoyer ça. Alors, est-ce que de temps, vous allez comprendre pourquoi dans les services des collectivités, je voudrais dire dans les services des mairies, des régions, tout le monde couvert l'assiette fiscale. Tout le monde couvert le service de recouvrement. Vous croyez que c'est anodin ça? Conseiller, c'est vrai que vous n'allez pas déballer, c'est clair ici. Mais allez voir dans les services des mairies ceux qui sont plus à l'aise. Parce que j'ai l'habitude de causer avec beaucoup. Quelqu'un va vous dire, moi, c'est mamie ici.
Alors que mon collègue qui sort tous les jours dans les marchés, là, dès qu'il entre là, c'est même lui qui me donne souvent 2 ou 3 billets. C'est des causeries. Et entre eux, tout le monde cherche ce secteur de recouvrement là-bas, dans l'assiette fiscale. Vous croyez que c'est pour rien, ça? Mais ce ne sera plus pour longtemps parce que même la fiscalité des communes ne va pas échapper à la digitalisation. Donc, plusieurs y vont déjà dans ce sens. Voilà. Donc, c'est des comportements qui resteront des lointains souvenirs. La digitalisation n'aura rien à faire avec les 200 telles que l'occupation temporaire à la voie publique. On attend une grand-mère qui vient s'asseoir le matin, là. Elle est là aujourd'hui, demain elle n'est pas là. 3 ou 4 jours elle est là et puis elle fait une semaine elle n'est pas là. Mais comme elle est là, madame vous êtes là aujourd'hui, on prend le ticket de 200 francs. Je crois que ça passe forcément par les mains de ces services de recouvrement. Ils ont encore quand même un peu du jus. Quand on parle de cela, bon, il y a plusieurs formes de digitalisation. Moi, je crois qu'on devrait supprimer cette histoire d'occupation temporaire à la voie publique, chasser tout le monde qui occupe cette voie publique-là. Et si c'était payé par un compte marchand, c'est 500 francs. Très bien. Voilà, alors, on n'en parlerait plus. Nous sortons de cet aspect de marché. On en avait tellement à dire sur cet aspect de marché, mais nous allons poursuivre. Notamment, on va vous proposer encore, Anima, cette fois-ci, nous passons à un secteur très sensible, celui des cimetières. Et je ne sais pas si l'entretien des cimetières entre dans les mœurs des Camerounais, ils ne savent même pas ce que c'est. Parce que quand on voit un cimetière, tout le monde a envie de fuir. On te dit que mais comment un zombie peut sortir de là tout à l'heure, il commence à nous suivre. On va faire quoi dans cette histoire-là? Mais pourtant, ailleurs, il y a cette culture quand même d'entretenir et d'aller nettoyer même les tombes. Ça, c'est du jamais vu. Je vous conduis tout droit en République démocratique du Congo. On va voir cette nouvelle gestion des cimetières. C'est en République démocratique du Congo. Nous revenons pour la suite. En République démocratique du Congo, l'octroi des terres au privé pour l'exploitation des cimetières est désormais interdit. Prise par Loumeya Doumalégui, ministre congolais des Affaires foncières, cette mesure est consécutive au constat des prix exorbitants des caveaux dans les cimetières tenus par les privés. Pourtant, la concession de ces terres fait l'objet d'exonération de certaines taxes, vu le caractère social qui accompagne la demande de ces terres. Aujourd'hui, à Kinshasa, il est très difficile, nous dirons même impossible, aux petits peuples d'enterrer leurs proches dans ces cimetières qui est réservé presque aux nantis. Nous sommes ici au cimetière de la nécropole entre ciel et terre dans la commune de Lansele à Kinshasa, environ 25 km du centre-ville. Ouvert il y a 7 ans, c'est un éloquent plan d'aménagement qui y est fait avec un service funéraire de qualité, mais aussi la sécurité des sépultures. Il faudra cependant débourser entre 1 500 à 6 500 $, voire plus, pour avoir un caveau. Des sommes qui sont loin de la bourse des Congolais moyens. Les ONG viennent, elles obtiennent les exonérations, elles ne payent pas certaines taxes, mais une fois obtenues toutes ces autorisations, elles détournent leur mission en exerçant le commerce. Pour faire face à cette situation qui exclut les démunis d'enterrer les leurs en toute dignité, l'État congolais a décidé que l'obtention des terres à l'exploitation des cimetières fera désormais l'objet d'un partenariat public-privé. Cette décision permettra la baisse du coût des sépultures dans les cimetières du pays. Il faudra cependant que la qualité des services suive, soutient bon nombre d'observateurs. Alors, conseiller, on a de la peine à distinguer ce qui est appelé comme cimetière communal ou cimetière de l'État. Mais on sait quand même que les communes s'arrogent aussi des cimetières. Oui, c'est une prérogative qui leur est dévolue. Et j'avoue que pendant que je regarde là, je me demande si dans toutes les communes, il y a un cimetière communal ou un cimetière municipal. Je me pose la question.
Et je doute fort que ce ne soit pas le cas. Je doute fort que ce ne soit pas le cas. Et les collectivités territoriales décentralisées, dont les communes, doivent vraiment se pencher là-dessus. Parce que ça devrait être des lieux de recueillement. C'est-à-dire, quand on a enterré un proche, quelque part, on devrait être capable de temps en temps d'aller y déposer les fleurs et tout le reste. Lorsqu'on regarde dans certaines villes, les cimetières sont tenus par des chefferies, sont tenus par des églises, et puis après, plus rien. Puis après, plus rien. Vous avez des cimetières qui côtoient les maisons, les domiciles, comme le cimetière de Macapé, au niveau du Cour suprême. Vous avez le cimetière à l'école publique, même là. C'est-à-dire qu'en face du lycée, il y a un cimetière. Vous en avez, par exemple, le cimetière Njonjo, ici à Bonapiso, quelque part. Des espaces. On ne comprend pas comment c'est gelé. C'est un peu étonnant. Vous voyez des gens à l'intérieur, ils ressemblent un peu aux fous. Vous vous demandez si ce sont le fou des personnes normales. À un moment donné, vous vous dites qui gère ça, qui prend quoi ici, qui nettoie quoi, qui fait quoi. Là aussi, ça demande du lieu de réflexion, ça. Oui, parce que quand on observe ces cimetières, très souvent, quand vous voulez enterrer l'un de vos proches, ce n'est jamais à la mairie que vous allez. C'est toujours dans une chefferie, c'est toujours à côté là que vous allez voir. Et puis, c'est eux qui vous montrent là où le fait. Et dans la ville de Douala, pour parler de Douala, la plupart des cimetières que vous avez cités là sont saturés. Donc, il faudrait vraiment que les communes sachent que c'est également l'une de leurs prérogatives. Qu'elles créent des espaces, où les gens pourront, parce que nous, on n'a pas la culture de l'incinération. Donc, nous, c'est l'enterrement. Donc, il faudrait qu'il y ait des espaces aménagés pour cela. Et elles peuvent bien le faire. Ça permettra, n'est-ce pas, aux différentes familles. Il n'y a pas que créer les espaces, il faut aménager même déjà ce qui est là. Qu'on arrive quand même à un cimetière, qu'on puisse s'asseoir et manger sans avoir de difficultés. Sauf que... Quelque chose de propre, quelque chose de bien suivi, de nettoyé, qui reflète quand même quelque chose de sacré. Parce que je me rappelle tout récemment encore, on votait une délibération pour demander de mettre une clôture à un cimetière. Là. Mais vous voyez, c'est entre les maisons. Bon, heureusement qu'on a mis cette clôture. Vous voyez même à New Bell là-bas, il y a une clôture qui a été faite justement pour... Tout à fait, aussi cimetière New Bell. Oui, pour éviter cette cohabitation malsaine là, entre les populations. Et les cimetières. Oui, et les cimetières. Mais et là, j'ai bien peur parce que dans certaines communes, il sera difficile de trouver ces différents espaces aujourd'hui. Mais il faut une politique globale là-dessus. Ici, il doit être implémenté quand même par les collectivités territoriales décentralisées. Ça, c'est aussi les prérogatives, vous avez si bien dit. Oui, mais dans le cadre d'une ville comme Douala, il faudrait bien que les maires trouvent des espaces, qu'elles aménagent ces espaces-là, qu'elles les entretiennent, vraiment pour le bien-être. Il est bien vrai que un certain nombre de personnes le font encore dans des caveaux familiaux, n'est-ce pas? Parce que vous savez, nous allons tout doucement vers la modernité. Il y a encore des vieilles habitudes qui perdurent. Mais les mairies doivent prendre les devants pour aménager ces espaces qui existent dans des petites villes. Hein, qui existent dans les petites villes. On va parler de Balmayo encore. Il y a un cimetière municipal à Balmayo qui existe. Donc, il faudrait que dans toutes nos villes-là, il faudrait que les gens créent des cimetières et les aménagent. D'ailleurs, à Yaoundé, vous avez le cimetière qu'on a appelé Vallée de la Mort. C'est comme ça que nous appelions quand nous étions petits. Ces cimetières qui jonchent sur la poste centrale, là. Vous avez le cimetière de Mbodié, qui, à l'époque, était quand même bien entretenu, mais qui semble aussi déjà être un peu négligé. Ça, c'est des cimetières, c'est des espaces qui doivent également attirer l'attention de nos chères collectivités territoriales décentralisées. Il faudra y en faire, il faudra y aménager et davantage y en faire. On va sortir de là, on va aller voir maintenant quelqu'un qui nettoie les tombes là-bas, à Bomé, au Bénin. J'ai voulu prendre également ce reportage là parce qu'il faudra que les gens aient également la culture d'aller nettoyer les tombes. Vous avez enterré votre papa, vous avez fait une très belle tombe. Allez maintenant nettoyer cela. On va aller au Bénin, précisément à Bomé, et nous revenons sur ce plateau.
juste une image pour vous exciter à aller nettoyer les tombes de vos parents qui sont décédés. Surtout que vous avez dépensé autant de millions à faire ces tombes. Mais vous les abandonnez dans la broussaille totale. Vous vous demandez qui va venir les nettoyer. Votre feu père que vous avez enterré, il sort de sa tombe pour venir nettoyer sa propre tombe. C'est vous qui devez le faire. En tout cas, la culture africaine voudrait que ce soit le cas. Sauf ceux qui disent qu'ils sont les chrétiens et qui n'ont plus rien à foutre avec les corps. Bon, ce n'est pas un souci. Il faut tout de même nettoyer ce qui existe. Alors, Vincent Guédé, les 10 dernières minutes qui nous restent, on va les consacrer maintenant à la commune de Bonaléa. Il faut dire que cette commune, à partir d'un partenariat avec une institution étrangère, a pu obtenir ce camion de ramassage d'ordures. Et nous avons pu suivre la première journée de travail, tellement c'était passionnant, que nous avons proposé cela à nos téléspectateurs, parce que la coopération internationale est également une nécessité pour les communes. Selon les besoins de chaque commune, chacun peut tirer son épingle du jeu. Il paraît qu'à Bonaléa, bien que cette commune soit pratiquement d'un côté rural, de l'autre côté un peu mondain, elle a trouvé qu'il fallait un camion pour ramasser les ordures là-bas. Je vous suggère de suivre ça avec beaucoup d'attention et nous revenons.